Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Aujourd'hui, on va partir en voyage. Ah mais attendez, est-ce que quelqu'un sait où on va et comment on y va ? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de découvrir ensemble. De quels moyens les médiévaux disposaient-ils donc pour s'orienter et se repérer dans des contrées inconnues ou dans une ville qu'ils découvraient pour la première fois ? Ici, point de GPS, de carte routière ou même de panneaux de signalisation, je vous propose une plongée dans un monde de voyageurs débrouillards, de pèlerins aux pieds solides et de marchands à l'itinéraire bien rodé. Allez, c'est parti! Ma chère amie, me voilà rentrée. Oh mon doux mari, déjà rentré, eh bien... Oui, Margaret, Attendez, mais que fait cet homme la tête sous votre robe ? Je peux vous expliquer, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est juste... Non. Bon, il se trouve que l'homme en question était le médecin, soi-disant. Toujours est-il que maintenant, la famille du brave homme vous en veut. C'est compréhensible. Ancien étudiant de l'université de Ferrare, le médecin était aussi un clerc, ce qui veut dire que votre cas se joue au tribunal de l'archevêque. Devant le risque d'une vengeance privée, le juge vous propose un marché. Plutôt que la corde ou le bannissement, il vous suggère d'aller vous recueillir sur la tombe du Christ pour demander pardon et ainsi faire pénitence de ce regrettable coup de sang. Le tombeau du Christ, oui, à Jérusalem. Gagner la Terre Sainte, c'est un voyage d'au moins 6000 km. Vous savez comment je le sais ? C'est facile, j'ai regardé Google Maps. Mais pour vous, braves artisans du milieu du XVe siècle, habitant dans la cité de York, en Angleterre, eh bien c'est pas si simple. Mettons-nous donc dans la peau de ce pèlerin forcé de la fin du Moyen-Âge pour essayer de comprendre comment il pouvait s'en sortir. Déjà, la première question que vous vous posez, tout en faisant vos bagages, c'est « Le Mordor, Gandalf, c'est à gauche ou à droite ? À gauche. » Et oui ça, par où commencer ? Les cartes ne vous seront pas d'un grand secours, on en reparlera plus tard. Disons juste pour l'instant que vous n'en avez pas sous la main. Même sans GPS, un randonneur d'aujourd'hui sait qu'il peut utiliser sa boussole pour s'orienter dans la bonne direction en attendant de trouver un chemin. Mais de boussole, au XVe siècle, vous n'en avez point. Et de toute façon, à quoi vous servirait-elle ? Jérusalem, c'est l'autre bout du monde. Vous seriez bien en peine de dire si elle se trouve à l'est ou au sud. Non, le plus simple, et la solution qui vient spontanément à l'esprit de tout voyageur médiéval, c'est de poser la question à quelqu'un qui s'est déjà rendu là-bas. Quelqu'un qui a déjà affronté la distance et qui pourra vous donner de précieuses indications sur l'itinéraire à suivre. La société médiévale, encore en ce milieu de XVe siècle, c'est une société très coopérative. On ne s'en sort pas tout seul. Aider son prochain, après tout, c'est un devoir chrétien. Le voyageur, dans la mentalité médiévale, c'est le pauvre par excellence. Il est loin de chez lui, coupé de son réseau d'amis et de parents, seul, vulnérable en quelque sorte. On lui doit donc la charité chrétienne, que ce soit les indications topographiques, évidemment, s'il nous en demande, mais aussi l'hospitalité. Tenez, par exemple, j'ai trouvé un bouquin assez rigolo. Il s'appelle « La manière de langage qui enseigne le français », écrit en 1396. C'est en fait une sorte de petit guide adressé aux Anglais qui se rendent sur le continent et qui ont besoin en fait de parler français. Et bien dedans, en fait, on trouve des dialogues tout faits, préparés pour demander sa direction. Écoutez.
Quand on viendra au bout de la ville, on demandera à une vieille prostituée ou une autre « Ma bonne dame, quel est le chemin le plus droit vers Orléans ?»« Monseigneur, je vous dirai, vous chevauchez tout droit par ce chemin, et quand vous arriverez à une vallée, vous verrez à une courte distance devant vous une haie, et vous y trouverez 2 chemins et une croix. Alors, laissez la croix à la main dextre et prenez le chemin sénestre. Et puis vous trouverez un chemin au travers d'une grande forêt où il y a beaucoup de larrons. Gardez-vous bien d'eux car ils vous feront beaucoup de mal. Monseigneur, que Dieu vous conduise et vous donne honneur et joie à ce que vous aimez. Belle dame, adieu soyez. Bon, comme vous le voyez, c'est très cordial. On passera sur le fait de choisir une prostituée comme indicatrice. En fait, dans beaucoup de villes d'Europe occidentale à la fin du Moyen-Âge, ces femmes devaient porter un signe distinctif. C'était donc assez facile pour un voyageur de savoir qu'une prostituée travaillait dans le coin et donc connaissait le chemin. Globalement, il faut bien le dire, la société médiévale est plutôt casanière. Certes, les routes sont remplies de voyageurs malgré tout. Pèlerins, moines et officiels de l'église, étudiants, marchands qui reviennent de Venise ou de la foire du coin, artisans itinérants, mercenaires, artistes, c'est pas ça qui manque. Pour certains, la route est fort longue, tandis que pour la majorité d'entre eux, elle ne fait qu'une journée de marche ou moins. La grande majorité des gens, toutefois, dépassent très rarement les limites de leur propre paroisse. Évidemment, ça arrive. Il faut parfois aller régler une affaire judiciaire dans la ville d'à côté ou se rendre dans un marché un peu plus éloigné pour trouver un produit spécifique, mais globalement, la vie des paysans et des artisans médiévaux est plutôt locale. Encore un pas de plus et ce sera l'endroit le plus éloigné de chez moi, où j'ai jamais été. Et ça, c'est déjà un problème pour vous, braves pèlerins. Déjà, vous ne connaissez pas de prostituée à qui demander le chemin, et puis votre voyage à vous est justement une aventure au long cours. À votre connaissance, personne dans votre quartier n'a accompli le pèlerinage à Jérusalem. C'est l'aventure d'une vie, et d'ailleurs, vous vous en seriez bien passé si vous aviez eu le choix. Vous avez déjà demandé au monastère du coin, mais personne n'a pu vous répondre sur la bonne route à prendre. L'option qui s'offre donc à vous, eh bien, c'est de commencer quelque part et puis de faire des sauts de puce, petit à petit, d'étape à étape. Après tout, vous êtes sujet du roi d'Angleterre, vous savez qu'il a sa capitale à Londres, loin, très loin de votre ville d'York. Dans une telle mégalopole, vous trouverez bien des gens qui peuvent vous aider à aller vers Jérusalem. Et là, c'est déjà plus facile de trouver des indications pour aller à Londres. Dans une grande ville comme York, qui compte alors quelque chose comme 20 000 habitants, de nombreux marchands se rendent de temps en temps là-bas, à Londres, pour leurs affaires. Des banquiers italiens, par exemple, tiennent ici, à York, une succursale de leur affaire londonienne. Vous vous rendez donc dans leur boutique sur Coney Street, juste à côté de l'église Saint-Martin. La famille Guilly se montre tout à fait avenante et accepte de répondre à vos questions. Après 1 heure de palabre, durant laquelle les Italiens cherchent à vous convaincre de prendre un prêt pour financer cette dangereuse aventure, vous ressortez avec une direction claire. Enfin! D'après les Guilly, vous devez donc prendre la direction de Lincoln, qui se trouve à environ 3 jours et demi de marche de York. Ils vous ont même donné l'adresse à Londres de leur cousin établi sur Coleman Street. Avec un clin d'œil, Francesco Guilly vous a même glissé que leur taux d'intérêt était encore meilleur qu'ici. 3 jours de marche, ça fait quand même loin. Heureusement, vous avez une étape tout indiquée sur la route. Un de vos amis habite à Selby, à une demi-journée de marche d'York. Il est déjà midi et le temps presse. Vous adressez donc un dernier au revoir à votre femme, votre fils et votre domaine, et c'est parti. Hey, monsieur Vivant, où allez-vous comme ça? Je pars pour une aventure!
Arrivé chez votre ami de Selby, vous vous réchauffez les pieds devant un bon feu. Il est temps de penser à la suite de votre périple. Vous venez d'expérimenter la manière habituelle de planifier un petit voyage. Demandez aux gens qui savent. Comme le dit Valérie Allen dans son ouvrage sur les routes médiévales, la société du Moyen-Âge est divisée en fait en millions de petits bouts de territoire que leurs habitants connaissent par cœur. Toute la difficulté, évidemment, c'est de passer d'un bout de territoire à l'autre. Pendant que les flammes réchauffent doucement votre corps, vous réfléchissez à ce que vous devez faire ensuite et à quel chemin prendre. N'y a-t-il pas de moyen plus simple d'avancer que de demander perpétuellement son chemin aux gens que vous rencontrez ? C'est quand même un peu hasardeux. En fait, il y a bien d'autres moyens qui existent, mais on est à peu près sûr d'une chose, c'est qu'ils étaient complètement ignorés de la grande majorité des voyageurs. Les cartes, ça existe déjà, par exemple. Rien que pour l'Angleterre, on conserve environ 150 cartes médiévales. L'une des plus célèbres, qu'on appelle la Gough Map, la Go Map, je ne sais pas comment on dit, date du milieu du XIVe siècle. Elle représente toute l'île de Grande-Bretagne, en affublant d'ailleurs l'Écosse d'un tracé particulièrement phallique. Sa particularité, c'est justement qu'elle comporte une myriade de villes et le tracé de toutes les routes qui les relient. Le cartographe a même noté en chiffres romains sur chaque étape la distance approximative en milles anglais. C'est une carte magnifique et potentiellement très utile, mais quand on commence à chercher son usage réel, eh bien là ça se complique. On trouve dans les coins de cette carte des traces de clous. Les historiens pensent donc que la Go Map était affichée en public quelque part, mais alors où ? Ça c'est le vrai mystère. En tout cas, ce qui est certain, c'est que des cartes de cette qualité sont très rares, et que le commun des mortels n'en avait sans doute jamais vu de sa vie. Tout ce dont je suis sûr, c'est que cette carte est capable de nous mener à un coffre. On a la carte, on trouve le coffre, et à nous le magot. Mais arrête, on n'y comprend rien, c'est du charabia ton truc. Avant le XVIe siècle, en fait, l'idée même d'une carte, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire d'un plan topographique représentant un lieu avec une échelle spécifique, eh bien cette idée même n'existait pas vraiment. Certains monastères produisent des cartes du monde, des mappamundi, mais le but n'est pas de s'en servir, on cherche simplement en fait à représenter l'immensité et la beauté de la création divine. On a aussi des plans de villes qui commencent à apparaître au XIVe siècle, notamment dans les grandes cités italiennes, mais en fait, c'est plus une description, un dessin de la ville qu'un véritable plan au sens moderne du terme. D'ailleurs, à l'époque, le terme de carte n'existe même pas. Il y a bien carta en latin, mais l'équivalent français n'existe pas au sens de carte moderne. On aura aussi l'occasion de reparler des portulans, un autre type de carte, au moment où vous arriverez enfin à Venise pour prendre la mer. Retenez juste pour l'instant que l'idée d'une carte ne rentre pas dans la mentalité médiévale. La plupart des gens, y compris d'ailleurs parmi les élites, n'ont aucune idée, au milieu du XVe siècle, d'à quoi peut bien ressembler l'endroit où ils vivent du point de vue topographique. Sauf si éventuellement ils montent en haut d'une cathédrale très élevée par exemple. Par contre, ce qui est très prisé au Moyen-Âge, ce sont les itinéraires. Un itinéraire, en fait, c'est la description écrite d'une succession d'étapes à suivre pour un voyage. Si vous connaissez un peu le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça doit vous dire quelque chose. L'idée des 4 voies de pèlerinage vient en fait d'un ouvrage intitulé Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques, le Liber Sancti Jacobi en latin. Il a été écrit vers 1150 par un auteur plus ou moins inconnu, du nom d'Emery Picot de Parthenay, et c'est lui qui décrit les voies partant respectivement de Tours, de Vézelay, de Notre-Dame-du-Puy et de Saint-Gilles-de-Provence. Et c'est loin d'être le seul. Beaucoup de clercs, lorsqu'ils reviennent d'un long voyage, rédigent une description de ce qu'ils ont vu en expliquant par où ils sont passés. Et à la fin du Moyen-Âge, au XVe notamment, beaucoup de bourgeois et de nobles vont également se lancer dans ce genre d'écriture. Un autre itinéraire, la Via Francigena, est ainsi connu grâce à l'ouvrage rédigé en 993 par l'archevêque de Canterbury, le brave Sigéric. Il nous explique comment il est allé de Rome à Canterbury en passant par le col du Grand Saint-Bernard, la Suisse, la Champagne et les Flandres, avant de s'embarquer à Calais
pour rentrer dans son île chérie. Ça, donc, les itinéraires écrits, c'est déjà plus proche de ce qu'on connaît de la mentalité médiévale. Avec ces ouvrages, on sait quelle ville on doit viser chaque jour et ce qu'on doit visiter là-bas, avec de petits conseils touristiques de derrière les fagots. Le seul ennui, c'est que là encore, mettre la main sur un itinéraire écrit, eh bien c'est hors de portée de l'écrasante majorité des voyageurs. Éventuellement, un moine ou un prélat qui devrait se lancer dans un grand voyage pourrait toujours se servir de l'exemplaire qu'il trouve dans la bibliothèque du monastère ou de la cathédrale. Matthew Paris, un grand voyageur du XIIIe siècle, était par exemple l'abbé de Saint-Albans, en Angleterre. Il n'est jamais allé à Jérusalem personnellement, mais en interrogeant tous les pèlerins qui lui tombaient sous la main et en recoupant les itinéraires existants dans d'autres livres, il a créé, pour les moines de son abbaye, un itinéraire écrit très précis, présenté sous forme d'une sorte de diagramme, avec chaque étape notée l'une après l'autre, avec le temps de trajet entre chaque. Il y a même joint un petit plan de Jérusalem, histoire de se retrouver dans la ville sainte une fois arrivé sur place. Alors, tout ça c'est bien beau, mais à moins de vous faire moine de Saint-Albans sur le chemin, eh bien vous n'y aurez pas accès. Dans quelques dizaines d'années, quand l'imprimerie se sera bien installée en Europe, les itinéraires de ce type seront déjà plus accessibles financièrement. Il faudra quand même attendre un petit peu, puisque la première édition connue d'un guide de pèlerinage à Jérusalem, c'est le Peregrinatio in Terram Sanctam, issu d'un ouvrage d'un certain Bernhard von Breidenbach. Et petit clin d'œil, cette première édition a été imprimée en 1486 à Mayence par quelqu'un que vous connaissez bien si vous avez écouté l'épisode sur Gutenberg. Peter Schoeffer, le beau-fils de l'associé du grand inventeur. Bref, c'est la famille quoi, mais d'ici à ce qu'il sorte ce premier bouquin des presses, vous serez déjà devenu un vieillard. Donc pas d'itinéraire écrit pour vous, ni de toute façon pour la majorité des voyageurs de l'époque. Tu penses bien, les Suisses ils nous attendent pas par là, il y a point de chemin. Ah d'accord, alors comment vous avez fait s'il y avait point de chemin ? Cela étant, vous n'en avez pas vraiment besoin. Là, je peux vous faire part d'une hypothèse que j'ai lue et que je trouve assez séduisante. Vous allez voir, c'est plutôt marrant. Le mot de route, en français moderne, vient du latin rota, qui désigne la roue. Jusque-là, c'est logique. Les charrettes ont des roues et pour rouler, elles ont besoin d'une route. Voilà, la boucle est bouclée. Mais ça va plus loin. Rota, ça désigne également, en latin médiéval, une chanson ou un poème répétitif, ou alors une danse qui suit le même principe. Ça a donné le terme de rondeau, par exemple, mais aussi celui de routine. Au Moyen-Âge, selon la mode antique, c'est très fréquent que l'apprentissage, notamment pour les enfants, repose sur ce genre de forme répétitive. Les élèves qui apprennent la grammaire, par exemple, le font en retenant par cœur des poèmes pédagogiques. L'interprétation, donc, accrochez-vous, c'est que le mot « route », pour désigner le voyage et l'itinéraire lui-même, vient en fait de la manière de retenir les indications géographiques. En gros, pour être sûr de ne pas se tromper, on apprenait par cœur des listes d'étapes sous forme de poèmes, pour faciliter l'apprentissage. Pour vous, par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme ça. D'abord je marche jusqu'à Selby pour aller voir mon ami Timothy. Puis je prends la route de Lincoln, mais je sens que mes forces m'abandonnent. Le lendemain c'est reparti sur la route, direction Huntington ou Baldock. Je suis déjà au bord de la banqueroute et mes pieds tout usés par des cloques. Bon, ça reste une hypothèse, évidemment. Hormis les sources écrites qui demeurent, toute la vie orale et mentale des médiévaux a complètement disparu. Ce genre de petit procédé mnémotechnique est probable, mais aucune source ne vient le corroborer, donc attention. On en a quand même quelques traces, Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la chanson The Rocky Road to Dublin. Elle date du 19e siècle, donc c'est une chanson irlandaise, et elle raconte l'histoire d'un homme qui va de son petit village de Tuam
pas trop loin de Galway sur la côte ouest, jusqu'à Dublin sur la côte est, et ensuite en Angleterre. Eh bien la chanson liste toutes les localités traversées. Athlone, Mullingar, Dublin, puis le ferry jusqu'à Holyhead, au Pays de Galles. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two, and nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank. Bref, de toute façon, pour avoir ce genre de poème en tête, encore faut-il que quelqu'un vous l'ait appris. Vous pourrez toujours inventer votre propre chanson à boire en revenant de Jérusalem, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas bien toute cette géographie en tête, vous pouvez faire comme les autres pèlerins et tracer votre itinéraire de relique en relique. Dans la chrétienté occidentale, il y a quelques grands sanctuaires qui attirent des foules de pèlerins et qui sont donc très faciles à trouver parce qu'il y a beaucoup de monde qui y va. Sur votre route jusqu'à Jérusalem, vous trouverez par exemple la fameuse abbaye de Canterbury, avec les reliques de saint Thomas Becket, puis vous pourrez vous diriger jusqu'aux reliques de la Vierge Marie à Aix-la-Chapelle, puis prendre à l'est pour aller visiter la cathédrale de Cologne sur le Rhin et les restes des rois mages, filer vers le sud pour aller voir les reliques de saint Ambroise à Milan, et ainsi de suite jusqu'au bout. Bref, toute cette intense réflexion géographique vous a crevé, d'autant que vous avez déjà une journée de voyage dans les pattes quand même. Allez, au dodo, et demain, vous reprenez la route direction Lincoln. Après 10 jours de marche, vous voilà enfin arrivé à Londres. Ah, c'est quand même quelque chose la grande ville, hein. La capitale du royaume d'Angleterre, avec ses quelques 50 000 habitants, est une ville peuplée, prospère et animée. En remontant Ermine Street, la voie d'accès par le nord-est qui traverse l'enceinte au niveau de Bishopsgate, vous êtes saisi d'un étrange mélange de curiosité, d'excitation et d'inquiétude. Comment allez-vous retrouver votre chemin dans cette immense cité ? Vous ne connaissez personne ici. Et à vrai dire, vous ne savez même pas vraiment où aller. La seule indication que vous ayez, c'est celle que vous ont donnée les banquiers Gilly à York au moment du départ. La banque familiale se trouve sur Coleman Street. Mais pour trouver la Coleman Street, alors là, bon, c'est pas de bol pour vous, car la rue se trouve en fait dans le prolongement d'une autre porte de la cité, la Moorgate, au débouché de la route qui serpente au travers des marécages du nord de l'agglomération. Mais ça, évidemment, vous ne pouviez pas le savoir. Vous vous décidez donc à partir en quête des banquiers Guy de Coleman Street, mais sans trop savoir par où commencer. En ce milieu de XVe siècle, aucune ville européenne ne comporte de plaques pour indiquer les noms de rues. Comme vous le savez, les rues ont bien un nom, Coleman Street par exemple, mais l'ennui, c'est qu'il s'agit la plupart du temps de noms d'usage, plutôt que d'un vocabulaire gravé dans le marbre, comme au XXIe siècle. En fait, les rues portent le nom que leur donnent ceux qui les utilisent. C'est aussi simple que ça. Là, les bâtiments pourraient former un C, comme Cléopâtre. C'est le palais de César. Ça marche aussi. Ça peut être un nom lié à un grand édifice du coin, souvent religieux d'ailleurs. Par exemple, la Blackfriars Street, c'est la rue qui passe devant le monastère bénédictin au bord de la Tamise. Bishopsgate, c'est pareil, c'est la rue qui mène à la porte d'enceinte du même nom, la porte de l'évêque. Ça peut aussi être un nom lié au commerce ou à l'artisanat. On en trouve encore beaucoup dans toute l'Europe, vous avez sûrement des exemples à côté de chez vous, comme la rue des Bouchers ou la rue des Orfèvres à Strasbourg, ou la rue des Vinaigriers à Paris, dans le 10e arrondissement. Mais attention parce que ça peut quand même être un peu trompeur, cette histoire. Une rue peut porter ce nom parce que des bouchers y exerçaient dans le passé, mais plus maintenant. À Winchester, par exemple, en Angleterre, la fameuse Butcher Street ne compte plus aucun boucher au milieu du XVe siècle. Ça fait déjà 3 siècles que les autorités municipales ont délocalisé cette activité salissante dans les faubourgs extérieurs à l'enceinte.
Sinon, certaines rues ont également le nom de leur propriétaire, ou en tout cas de celui qui a bâti les maisons qui s'y trouvent. À Strasbourg, par exemple, on a une rue Prechter, du nom de celui qui a construit une dizaine de logements sociaux au milieu du XVIe siècle. Là, en fait, c'est vraiment un nom d'usage. Comme il n'y avait rien avant à cet endroit-là, eh bien, les gens ont pris l'habitude de dire la rue des maisons construites par Prechter, jusqu'à ce que seul ce nom, Prechter, finisse par survivre. Et puis surtout, les grandes villes médiévales comportent d'innombrables ruelles et sentes sans aucun nom, comme on dit à l'époque des rues sans chief, sans nom. Parfois, à force de remarquer des éléments particuliers, eh bien, des noms un petit peu moqueurs apparaissent. La rue de la Truanderie à Paris, par exemple, bon, ça se passe de commentaires, ou encore la rue Montaregret, qu'on trouve dans la ville de Caen, en Normandie, et qui était empruntée dès le XVe siècle par les condamnés à mort jusqu'au gibet. Quelle cruauté! Obliger un malheureux à nouer lui-même la corde qui va le pendre! Comme on fait son lit, on se couche, mon ami. Évidemment, la grande difficulté pour vous qui êtes étranger à Londres, c'est que savoir le nom d'une rue, eh bien ça ne vous aide pas tellement, en fait. À la rigueur, vous pouvez toujours vous adresser aux riverains, rue après rue, pour demander votre chemin. Et c'est justement comme ça que vous parvenez, après avoir adressé la parole successivement à un moine ventripotent, à un charretier peu amène et à une grosse matrone sur le pas de sa porte, à enfin trouver la banque italienne dans Coleman Street. 1 heure après, vous ressortez de la maison avec un bout de papier à la main. Vous avez fini par céder et par contracter un prêt pour financer le voyage jusqu'en Italie, où les guillis du coin vous fourniront un nouveau prêt pour la Terre Sainte. Au final, vous êtes plutôt content. Non seulement vos finances commençaient un peu à faire grise mine, mais en plus vous avez un nouveau point de chute sur le chemin. Sympa, les banquiers vous ont même indiqué le chemin d'une très bonne auberge, la Star Inn, dans le quartier de Saint Margaret. Et oui, il y a ça aussi, voyager et s'orienter, c'est également trouver un hébergement pour la nuit. Si votre cercle social est très casanier, vous ne connaissez sans doute personne en dehors d'un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de votre ville. Il faudra donc bien passer par un hébergement payant, pas le choix. Bien sûr, en tant que pèlerin, vous pouvez toujours vous adresser à un monastère. Après tout, c'est leur boulot de vous offrir le gîte et le couvert, et c'est aussi leur devoir de vous conseiller dans la suite de votre voyage. Sinon, eh bien, vous avez toute une variété d'auberges plus ou moins recommandables dans lesquelles aller allonger votre carcasse fatiguée. Mais alors, comment choisir et surtout, où aller ? Et oui, pas de guide du routard médiéval, et pourtant, l'offre est pléthorique. À Florence, par exemple, à la fin du XIVe siècle, on compte déjà plus de 600 auberges différentes, autant dire que la concurrence est rude et les prestations très variées. Chacun, en fait, a son critère de prédilection. Ça peut être l'emplacement, par exemple le long d'une grande route que vous allez suivre pour le reste du voyage. Ça peut être le caractère plus ou moins respectable de l'endroit. La Star Inn, par exemple, à Londres, elle est très réputée depuis le début du XVe siècle pour sa clientèle éclectique, mais toujours très recommandable. Il y a même des médecins qui viennent faire leurs consultations et des notaires qui rédigent des contrats, donc c'est sérieux. Ça peut être aussi les prestations d'hébergement. Erasme, par exemple, explique en 1518, dans un bouquin qui s'appelle Diversoria, que les auberges des grandes villes françaises proposent souvent des chambres fermées à clé, moyennant un supplément évidemment, ce qui est bien pratique si on voyage avec des objets précieux ou avec beaucoup d'argent. Les auberges allemandes, par contre, d'après lui, sont connues pour leur promiscuité. On mange dans une grande salle avec plusieurs dizaines d'autres convives, et les chambres sont des dortoirs qu'on partage parfois à 10 personnes. Ça rappelle un peu les auberges de jeunesse d'aujourd'hui. L'avantage de la promiscuité, c'est qu'on a chaud dans les auberges le long du Rhin. La grande salle est surchauffée par un grand poêle en céramique, pratique pour faire sécher ses vêtements après les pluies d'hiver. Certains établissements sont aussi un peu plus canailles que les autres. À Paris, par exemple, la taverne de la Pomme de Pin, le fameux repère du poète François Villon, n'est pas exactement connue comme le lieu de passage des pèlerins les plus respectables, on va dire. Elle se trouvait à l'emplacement de l'actuelle place de la Contrescarpe, devenue entre-temps un peu moins populaire et un poil plus bobo.
Et puis, dernier critère, il y a aussi le prix. À Aix-en-Provence, par exemple, dans les années 1440, une nuit avec dîner à l'auberge de la Couronne, un établissement très renommé, coûte quelque chose comme 2 sous, sachant qu'un maçon gagne environ 3 sous par jour. Mais il y a une grande variété de prix et de prestations, et on peut trouver à se loger pour beaucoup moins cher que ça. Mais encore faut-il trouver l'auberge en question. C'est indiscret de vous demander où vous demeurez? Chez moi. Et c'est où ça, chez moi? C'est ici et ailleurs. Tu ne peux pas comprendre. Admettons donc qu'un contact vous a donné une adresse qui vous convient pour passer la nuit. Pour vous donc, ça sera la Star Inn sur la St. Margaret Street. Bon bah là, vous avez déjà un premier indice, l'église du même nom, Sainte Marguerite. La numérotation des maisons n'existe pas au Moyen-Âge, il faudra encore attendre un peu. Elle s'est généralisée en France au cours du 19e siècle et un petit peu plus tôt dans les grandes villes. Chez moi, à Strasbourg par exemple, la première numérotation date de 1782. La situation de telle ou telle maison est donc toujours relative pour les étrangers. Ils doivent compter les façades à partir d'un point de repère qu'on leur a donné. Au XVe siècle, ces points de repère sont nombreux et variés. C'est par exemple une fontaine ou un puits sur un carrefour, ou une croix, un cimetière, un calvaire, situé dans un emplacement stratégique. Des fois, ce sont les maisons elles-mêmes qui sont remarquables. Un décor peint en couleurs vives, des sculptures marquantes, une forme un peu étrange, des choses comme ça. À l'époque, en fait, les quartiers ne sont pas tellement différenciés socialement. Les pauvres et les riches habitent plus ou moins dans les mêmes rues, mais en fait se différencient par l'aménité de leur demeure. Les maisons les plus coûteuses sont les mieux situées, elles ont un large accès sur la rue, une façade ensoleillée, ou encore un très beau décor, une grande taille, des parties en pierre maçonnée, ou même des petites sculptures sur la façade ou sur l'angle des murs, c'est ce qu'on appelle des montjoies. Et il ne faut pas croire que les plus grands bourgeois ou les nobles sont forcément des gens tristes et sérieux. Ils ont aussi leur petit côté coquin. Hein. Sur la maison de la duchesse Anne, à Morlaix, on peut voir par exemple un bouffon aux oreilles pointues, et sur la fameuse maison d'Adam, à Angers, on a carrément la statue d'un mec qui se gratte le cul en soulevant sa culotte. Je vous fais pas de dessin. Avec ce genre de truc, on n'a pas trop de mal à se repérer du coup. Il suffit qu'un riverain vous dise quoi chercher, et vous devriez y arriver sans problème. En plus de ces petits détails, les enseignes commerciales se sont beaucoup développées depuis le XIIIe siècle dans le but d'attirer les clients. Alors, c'est pas exactement comme le logo d'une entreprise d'aujourd'hui, mais en fait, ça sert le même but. On sait que sous telle enseigne, on trouvera un artisan renommé parce que tout le monde connaît ce symbole et vous l'indique si vous le cherchez. À Strasbourg, par exemple, la pharmacie, installée depuis 1268 sur la place de la cathédrale, présente un magnifique décor du XVe siècle avec des dragons qui rampent le long des fenêtres dans des poses un peu suggestives. Les auberges sont souvent marquées par une couronne de fleurs tressées, placée au-dessus de la porte, et les plus renommées sont identifiées par une enseigne spécifique. La Pomme de Pin à Paris, par exemple, le King's Head ou le Trembling Bear à Londres, avec son petit ours trop mignon. Et justement, grâce au renseignement des riverains et à la grande étoile peinte immanquable, vous avez enfin trouvé la Star Inn. Vous allez pouvoir passer une bonne nuit. Bon, peut-être pas si reposante que ça, puisque malgré le prêt accordé par les banquiers italiens, vous n'avez pas cassé la tirelire et vous vous contentez d'un dortoir partagé avec 3 autres personnes. Mais au moins, vous mangerez bien, ça c'est sûr. L'auberge est tenue par la confrérie des pêcheurs et on dit qu'elle sert les plus délicieuses des anguilles grillées au verjus. En plus de ça, le patron pourra vous donner de précieuses indications sur votre prochaine destination et sur les auberges où descendre dans votre chemin vers la côte. Allez, vous avez maintenant le ventre bien plein et les pieds fourbus, c'est l'heure d'un repos bien mérité. Bonne nuit. Bu bahçede kimler var oynan yar Bu bahçede kimler var oynan yar Erle birlen kızlar var oynan yar Erle birlen kızlar var oynan yar
L'aubergiste vous a bien aiguillé. Après avoir passé le London Bridge, vous avez tracé votre route au travers du faubourg de Southwark. Ça fait maintenant plusieurs heures que vous marchez le long de l'ancienne voie romaine qui file vers le port de Douvres. De temps en temps, vous croisez d'antiques pierres gravées en latin à demi enfoncées dans la terre. Il y a longtemps, cette voie était sans doute pavée. Vous voyez encore de temps à autre de gros blocs de pierre à moitié déchaussés, entre lesquels serpentent les ornières laissées par les charrettes. Plongé dans une profonde méditation sur les temps anciens où les Romains gouvernaient l'île de Bretagne, vous ne pouvez vous empêcher de penser qu'il vous aurait été beaucoup plus facile de tout simplement suivre les anciennes voies romaines plutôt que de demander perpétuellement votre chemin. Après tout, c'est le chemin le plus court, non ? Et ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome ? Eh bien en fait, c'est pas si simple justement. C'est vrai, les Romains ont légué au Moyen-Âge un vaste réseau routier. Sauf que ça, c'était il y a longtemps. La dernière construction connue date de l'année 469. Dans les siècles suivants, de nombreuses voies ont été abandonnées pour diverses raisons. Déjà, ces routes étaient faites pour les légions, pas pour les marchands. Elles tracent en travers du relief pour couper au plus court, ce qui n'est pas tellement pratique pour les plus lourdes charrettes. Ensuite, la géographie s'en est mêlée. Les anciennes villes romaines ne sont plus forcément les centres économiques et politiques du XVe siècle. Et puis surtout, ces voies sont désormais morcelées, écartelées entre de très nombreux royaumes, duchés, comtés et principautés. Celles qui n'ont plus d'utilité ont été abandonnées et les médiévaux qui ne gâchent jamais rien en ont arraché les pavés pour construire leurs maisons. De toute façon, ça n'est pas très grave car la route médiévale, c'est avant tout une commodité. On ne passe pas forcément là où une route existe, on passe surtout là où on en a besoin. Les grosses charrettes ne peuvent emprunter que des chemins carrossables, assez larges pour faire passer leurs gros essieux, mais les voyageurs à pied ou à cheval ne s'embarrassent pas et coupent à travers champs ou à travers la forêt sur des tout petits sentiers de terre s'ils en ont besoin. Évidemment, ça vous complique encore la tâche. Déjà que vous avez du mal à savoir où aller, alors si en plus il y a plusieurs chemins qui y mènent... Et oui, car sur les routes du XVe siècle, eh bien, il n'y a pas de signalisation. Enfin si, ça arrive, parfois, mais c'est plus une ruse qu'une véritable aide. Tenez, est-ce que vous connaissez la ville de Pérouse, en Italie ? Depuis le milieu du XIIIe siècle, elle entretient une rivalité féroce avec son ennemi de toujours, Assise. Les deux cités ne sont distantes que de 22 ou 23 km, mais tout les sépare. Pérouse est située sur la Via Francigena, le grand itinéraire de pèlerinage qui relie le nord-ouest du continent à Rome, tandis que Assise, moins bien dotée, est située le long de la Via Flaminia, qui mène également à la ville éternelle, mais en passant plus à l'est. Or, Assise dégaine au milieu du XIIIe siècle une arme redoutable. L'un de ses habitants, le célèbre Saint François d'Assise, réalise tout un tas de miracles, attirant une foule de pèlerins après sa mort pour vénérer ses reliques. Pérouse voit donc une partie de ce flux touristique particulièrement lucratif détournée au profit de sa rivale, et elle n'a pas peur d'employer les grands moyens pour contrer cette menace. En 1450, par exemple, c'est l'année du Jubilé, une sorte d'année sainte, si vous voulez, célébrée tous les 25 ans avec des indulgences majeures à la clé pour les pèlerins qui s'y rendent. Des dizaines de milliers de pèlerins affluent donc de toute la chrétienté pour aller fêter cette occasion unique à Rome. Et Pérouse a tout prévu. En secret, la cité a fait installer à Gubbio, au débouché des montagnes, un grand écriteau peint de couleurs vives pour indiquer que la bonne route, c'est celle qui passe par chez elle. Les pèlerins, qui ne connaissent pas la région, peuvent hésiter et ils pourraient être tentés de passer plutôt par Assise pour aller se recueillir sur la tombe du grand saint. Donc si jamais l'écriteau ne suffit pas, Pérouse a vu encore plus grand. Elle a recruté des guides véreux qui offrent leurs services à Gubbio pour accompagner les groupes de pèlerins, évidemment, à Pérouse. Oh Gaulois, ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide ? Oh non. Ah, je vous fais visiter gratis, hein ? Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'intéressant à visiter là-dedans. En tout cas, pour vous, eh bien, ça n'est pas aussi clair.
Bon, une fois arrivé à Douvres, il suffira de trouver un navire pour embarquer vers le continent. Ça c'est plutôt facile, il suffit de se laisser guider. L'étape anglaise par excellence de l'autre côté de la Manche, c'est Calais. Et c'est là que ça se complique. En ce milieu de XVe siècle, vous n'êtes pas sans savoir que les Anglais n'ont pas très bonne réputation en France, mieux vaut donc éviter le royaume aux fleurs de lys. La Via Francigena n'est pas très sûre, et c'est donc plutôt la route d'Allemagne qui vous attend. Et là, vous connaissez les outils maintenant. On demande son chemin, on loue un guide si nécessaire, et on trace sa route patiemment, étape après étape. Vous passerez sans doute par Cologne, puis vous suivrez la route qui longe le Rhin. Là, au moins, aucun risque de se tromper. La route se poursuivra au travers des cantons suisses jusqu'à la traversée des Alpes au col du Saint-Gothard. Entre ces sommets majestueux, l'assistance d'un guide local vous sera obligatoire pour retrouver votre chemin sur les sentiers sinueux qui gravissent la montagne. Puis vous longerez les Grands Lacs en direction de Milan, l'industrieuse cité des Ducs, avant de suivre la route de la vallée du Pô. Et là, après 2000 km et 3 mois de voyage, vous arriverez enfin en vue de la cité des Doges, la sérénissime république de la Lagune, Venise. Venise, c'est le grand port d'embarquement pour la Terre Sainte. Et c'est ici que votre voyage va prendre un nouveau tournant. Ici, pas besoin de vous échiner à trouver des renseignements. Les capitaines des navires de la République sont trop heureux d'embarquer des pèlerins, direction le port d'Alexandrie, et pour une fois, c'est donc l'information qui vient à vous. On vous assaille de tous côtés. Un capitaine de galère pèlerine, par exemple, vous offre un contrat de 150 ducats vénitiens. 150 ducats, près d'un demi-kilo d'or. Vous frissonnez en pensant aux conséquences financières d'une telle dépense lorsqu'un caboteur qui transporte du blé le long de la côte adriatique vous propose un contrat tout compris à 50 ducats seulement, pour lequel vous aurez même des bêtes pour vous transporter en Terre Sainte et en aller-retour en plus, s'il vous plaît. Bon, vous n'avez pas besoin de l'aller-retour, déjà si vous y arrivez, c'est pas mal, revenir c'est une autre histoire, donc après quelques minutes de palabres, il accepte de vous faire l'aller uniquement et le convoi de dromadaires à 30 ducats tout rond, soit une centaine de grammes d'or. Bon, c'est quand même l'équivalent de ce que vous touchez habituellement en 6 mois de travail, mais mieux vaut ne pas trop y penser. Pour l'instant, le prêt accordé par les frères Guilly, que vous venez de renouveler à Venise, suffira très bien. Une fois le contrat signé, les amarres sont larguées et la lourde nef dirige son étrave massive vers les vagues du grand large. Alors que le Lido s'évanouit derrière vous à l'horizon, vous ne pouvez vous empêcher de murmurer une petite prière à Saint Nicolas, le patron des marins. Qui sait quels dangers vous attendent sur les flots déchaînés? Et en même temps, vous êtes entre de bonnes mains. Nous y voilà. Comment fait-on pour se repérer sur la mer? Là, c'est une autre paire de manches que sur la terre. Personne ne peut vous donner d'indication, évidemment, sauf peut-être les sirènes si vous en croisez, mais personnellement, je ne leur ferai pas confiance. Le danger, bien sûr, c'est tout ce qui se cache sous la surface des flots. Les éperons rocheux qui pourraient déchirer la coque, les hauts fonds qui pourraient bloquer votre navire, les courants pernicieux qui vous feraient dériver, sans compter les monstres marins. Par ailleurs, toute la rive sud de la Méditerranée est contrôlée par l'islam. Mieux vaut donc éviter de dériver outre mesure si on ne veut pas finir esclave quelque part.
Contrairement au cheminement sur la Terre, donc, le pilote d'un navire doit perpétuellement ajuster sa course. Et évidemment, savoir où il se trouve par rapport à son point de départ, mais aussi à sa destination. Mais alors, comment fait-il, ce pilote du XVe siècle? Quels sont ses outils? Eh bien, la première chose à dire, c'est que devenir pilote d'un navire marchand, c'est la rançon d'un long apprentissage. On ne confie pas la barre à n'importe quel gugus venu. La plupart, en fait, sont spécialisés. Tel pilote connaît sur le bout des doigts la route de Venise à Alexandrie, par exemple, et tel autre fait le long voyage jusqu'à Bruges chaque été. Il y a donc, en fait, chez ces hommes, une bonne part de connaissances empiriques, qui sont aujourd'hui, complètement perdues. Du savoir oral appris à la dure qui a donc disparu avec ses porteurs. Pour un pilote, la mer, surtout la Méditerranée, comporte de nombreux points de repère. Le tracé des côtes et la forme des montagnes, la position des clochers d'église, l'aspect de la mer ou la présence de telle ou telle espèce. Pour aider la navigation, il y a également des instruments. Le loch est un système par lequel on mesure la vitesse du navire en jetant des bûches à la proue, puis en mesurant avec un sablier le temps qu'elles mettent à arriver derrière le navire. La sonde, c'est un poids de plomb attaché au bout d'une corde afin de mesurer la profondeur et de vérifier où on se trouve par rapport à ce qu'on connaît de la côte. Et puis bien sûr, à partir du XIIIe siècle, les navigateurs peuvent compter sur un nouvel instrument, la boussole. Eh bien, il me semble que cette flèche qui tourne ne fait que t'indiquer le droit chemin. Mais grand-mère Feuillage, quel est le droit chemin? Et là, il faut que je vous parle des portulans. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Dans les dernières décennies du XIIIe siècle, on voit apparaître dans les grandes villes marchandes italiennes et catalanes des cartes marines d'un genre nouveau. Centrées sur la mer, elles détaillent le tracé des côtes en notant précisément l'emplacement des différents ports, d'où le nom qu'on leur donne actuellement de portulans. Au Moyen-Âge, on dit alors plutôt carte de navigation, carte de la mer ou même tout simplement carte. On a conservé environ 180 de ces documents et la plus ancienne qu'on connaît date de 1270. Et leur point commun, c'est leur construction. La carte est traversée par ce qu'on appelle des lignes de rhombe, c'est-à-dire des lignes partant d'un point central et représentant les 16 directions des vents. C'est ce qu'on retrouve en fait aujourd'hui sur les roses des vents. Et ça, c'est sacrément intéressant. Ça fait partie des éléments qui nous prouvent que les portulans étaient bien des cartes de terrain, des objets utilisés par les pilotes sur leurs navires. Souvenez-vous, on a vu que la plupart des cartes médiévales étaient plutôt des objets de salon ou des objets de prestige. Eh bien les portulans, au contraire, c'est fait pour être utilisés, abîmés, rongés par le sel de mer. On pense que c'est l'invention du compas, c'est-à-dire de la boussole graduée, qui a permis la création des portulans. Les premiers cartographes auraient utilisé la connaissance empirique des marins et les relevés de compas pour compiler des cartes d'une précision inégalée. Franchement, allez en voir des exemplaires sur internet, c'est absolument magnifique. En tout cas, moi j'adore ça, ces cartes me fascinent. C'est passionnant notamment de voir comment elles évoluent. Dès qu'une île est découverte, elle apparaît sur les nouvelles cartes, c'est un peu comme voir en fait des diapositives retraçant les grandes découvertes. Un cartographe génois nommé Francesco Beccari note même sur son portulan de 1403 qu'il a modifié le tracé et les distances dans les pays du Nord pour mieux coller au retour que lui ont fait les marins qui sont ses clients. Donc oui, les pilotes utilisaient ces cartes. En 1335, par exemple, le roi d'Aragon impose que chacun des navires royaux embarque au moins 2 portulans. Ces cartes sont surtout utiles pour faire ce qu'on appelle de la navigation à l'estime. En gros, grâce au tracé précis des côtes, aux points de repère connus ou notés sur la carte, et aux instruments mesurant la vitesse et la position par rapport au nord magnétique, le pilote détermine à quel endroit il se trouve et quel cap il doit tenir. À partir du milieu du XIIIe siècle, les maths commencent à rentrer dans la danse. On commence à calculer des positions par rapport aux étoiles et au soleil et à calculer les erreurs de navigation, mais pour traverser la Méditerranée, ça n'est pas vraiment utile vu qu'on n'est jamais très loin des côtes. Parmi les portulans qu'on a conservés, toutefois, aucun ne porte de traces de sel ou d'utilisation concrète, d'annotation par exemple.
On peut penser donc que les portulans survivants étaient des cartes bien conservées dans les archives et que les vrais portulans étaient jetés dès qu'ils devenaient illisibles ou qu'ils étaient trop abîmés. En tout cas, grâce à l'expertise du pilote, vous finissez par voir, au bout de 3 semaines de navigation, les lumières du port d'Alexandrie apparaître au petit matin. Les papillons de ma jeunesse. Je rigole évidemment, ça fait belle lurette au XVe siècle que le phare d'Alexandrie n'est plus qu'un souvenir. En tout cas, en débarquant dans cette lointaine contrée dirigée d'une main de fer par l'État mamelouk, la dernière partie de votre long pèlerinage commence. Le capitaine vous les a promis. Voici vos dromadaires, le poil bien peigné et l'estomac rempli, prêts pour défier les longues journées de désert qui vous mèneront enfin à Jérusalem, sur le tombeau du Christ. Mais attention, vous n'y êtes pas encore. Les dangers de ces terres arides et désolées sont nombreux, et les guides ne sont pas toujours très fiables. En 1471, par exemple, le Génois Anselme Adorno loue les services d'un bédouin pour lui faire traverser le désert. Comme il le dit lui-même, il avait les cheveux blancs et était vieilli non seulement par l'âge, mais par les fourberies et la perfidie, car il avait tous les jours de sa vie pillé et dévalisé les voyageurs dans le désert. Il connaissait tous les ribauds et les brigands et savait éviter leur chemin et leur campement. Un ancien brigand reconverti en guide, ça inspire confiance, pas vrai ? En l'occurrence, le bédouin ne leur dérobe rien, mais il leur met de temps en temps des petits coups de pression. Il réclame une rallonge car la route est soi-disant plus longue ou plus dangereuse que prévu, et il fait mine de partir et de laisser les voyageurs tout seuls jusqu'à ce qu'ils acceptent de payer un supplément. Il dit qu'il aimerait bien te payer. Bon, je crois qu'il ment. Non, il est très clair, là, il aimerait bien te payer. Autant dire que vous n'êtes pas encore arrivé à Jérusalem. Enfin, après 4 mois de voyage à travers l'Europe, vous commencez à être un pistard chevronné. Vous connaissez toutes les combines, savez à qui demander votre chemin, quels dangers éviter, comment trouver la meilleure auberge et les lits les plus moelleux. Et cette connaissance du voyage vous sera très utile, car une fois votre mission accomplie et le pardon du Christ obtenu, il vous restera encore à accomplir la plus difficile des quêtes. Faire ce même chemin dans l'autre sens. Fouler à nouveau les mêmes 6000 km et retrouver votre vie étroite à l'horizon étriqué, coincé entre le souvenir d'un meurtre et les conséquences d'un adultère. Finalement, la vie n'est-elle pas plus douce sur les chemins ? C'est qu'on s'y ferait bien à cette existence excitante et poussiéreuse. Alors pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi ne pas aller explorer le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique, ou ces terres nouvelles pour lesquelles appareillent de Gênes ou du Portugal des navires remplis d'aventuriers prêts à s'arroger des richesses légendaires ? Pourquoi ne pas aller voir derrière l'horizon ce qu'on y trouve ? Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de découvrir encore plus de terres médiévales inconnues. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode, c'est la manière la plus simple de soutenir mon travail. Si vous pouvez vous épargner quelques écus, vous pouvez également vous rendre sur ma page Patreon, dont je vous mets le lien en description. Vous y découvrirez des épisodes premium, des goodies du podcast et même plusieurs formules d'abonnement pour mettre encore plus de Moyen-Âge dans votre quotidien. Un immense merci à vous pour votre soutien
quelle que soit sa forme. Dans le prochain épisode, on va continuer notre exploration en naviguant avec le plus célèbre des capitaines, Christophe Colomb, bien sûr. Nous allons embarquer avec les équipages de la Pinta, de la Niña et de la Santa Maria dans leur voyage extraordinaire et découvrir comment une erreur géographique de près de 15 000 km a fait entrer le monde dans une nouvelle ère. À la prochaine!